voir, je vais vous parler d'une stack full JavaScript qu'on appelle MIN, mais en fait, on va voir qu'on peut mettre un peu tout dedans. Alors, qu'est-ce que une stack? On peut prendre, pour exemple, assez connu, la stack Clang, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, qui tourne un peu partout dans le monde depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, comment est composée cette architecture, alors qu'avec des technos plutôt récentes. D'abord, MongoDB, qui est une base de données orientée documents, et les enregistrements sont stockés en format JSON, donc format qui est connu de JavaScript. Après, alors les technos sont pas dans l'ordre, je veux dire dans l'ordre de l'architecture, c'est juste pour faire un nom sympa en fait. Express, qui est un framework Node.js, qui va ici servir à faciliter à l'écriture de nos routes et de notre architecture MVC côté serveur. AngularJS qui va faire la même chose mais côté client, donc qui va tourner sur votre navigateur. Et Node.js qui est sur l'application JavaScript qui commence à être plutôt connue. Donc qu'est-ce que ça apporte d'avoir du JavaScript partout? D'abord, on va dire que ça facilite l'entrée pour les développeurs sur le projet, parce qu'il n'y a qu'un seul langage à apprendre, même si c'est pas forcément plus simple, il n'y a qu'un seul langage à apprendre au lieu de par exemple, sur une lampe, il faut apprendre le SQL, il faut apprendre le PHP, et puis il faut apprendre ensuite le JavaScript parce qu'il y en aura toujours. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va passer. Donc, à quoi ça ressemble techniquement? On a en gros l'architecture est découpée en trois. Donc on a notre serveur de base de données MongoDB qui peut tourner sur une machine une, on va dire. Notre serveur Node.js, alors avec le framework que je vous ai parlé tout à l'heure, Express, plus un autre framework en fait qui est utilisé sur toutes les stacks que j'ai vues, qui est Mongoose, en fait qui va faire la connexion qui va faciliter la connexion à MongoDB, ça va vous permettre d'écrire vos modèles et puis des règles de validation de vos modèles, qui peut tourner sur un serveur B, on va dire. Et ensuite, on a la partie client qui va tourner sur votre navigateur, donc écrite en Angular. En fait, ça peut être un autre framework comme Angular ou React, il y en a plein. Et il y en aura encore plein qui vont venir, je pense. La communication entre les deux se fait avec une API REST, qui est, on va dire, une norme d'écriture d'API, une norme d'appel. Donc rien ne vous empêche d'ajouter une application Android ou une application iOS qui va taper directement sur l'API sans rien changer. Oui, on voit aussi que l'avantage, c'est que nos données circulent toujours dans le même format JSON. Donc sur l'interface REST et en fait, pour le débugage, vous allez retrouver vos données sous le même format tout du long de l'application. Alors ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est pour la facilité d'entrée pour un nouveau développeur sur le projet. Alors souvent, on va avoir tout un tas d'outils, tout un tas de petits copains pour nous aider à programmer. Bootstrap qui va nous aider à faire l'interface côté client, qui va faciliter l'écriture d'une interface responsive. Et puis Passport, alors là c'est plutôt côté serveur qui va faciliter la gestion de vos groupes d'utilisateurs, des sessions, faciliter la connexion aux groupes sociaux, Facebook, Twitter. JSync qui va... Alors tous les outils qui sont en bas ils vont servir uniquement au développement, ils ne vont pas tourner en production. JSync qui va vérifier par exemple la syntaxe de vos JavaScript. Watch qui va servir en fait à chaque enregistrement de vos fichiers, il va refaire des tests unitaires, repasser le JSync par exemple, relancer votre serveur s'il est en train de tourner. Donc ça aussi c'est pas mal. NodeMode, c'est ça qui va gérer
on va dire, la bonne exécution de votre serveur. Mocha qui va servir pour les tests unitaires côté serveur et Karma qui va servir pour les tests unitaires côté Angular. Et en fait, qui va nous permettre d'avoir une couverture assez large, une couverture de tests unitaires assez large sur tout le code côté serveur, côté client et côté serveur. Ouais, Karma, je vous invite quand même à aller le voir parce que c'est assez bien foutu, surtout si vous utilisez Angular. Et je pense que ça va rester un moment. Enfin, avec cette stack-là, ça va rester un moment. Oui, alors là, je vais voir de chemistry. C'est pour vous dire qu'en fait, à peu près tous les composants qu'on les remplacer, et probablement que l'année à venir vont être remplacés, à part peut-être Node.js qui est MongoDB. Mais Angular est en train d'évoluer, Express ils sortent une version pratiquement tous les ans. Et il y a d'autres frameworks Node.js qui sont en train de pointer leur nez, une nouvelle version de Node.js. Donc c'est des choses qui vont évoluer. Donc c'est une stack qui est assez pratique pour faire du prototypage. C'est assez rapide. Et surtout qu'on commence à y avoir tout un tas de modèles qui commencent à débarquer. Alors Ming.io, c'est le plus connu d'entre tous. C'est celui qui a le plus de stars sur GitHub, c'est celui qui est le mieux foutu, on va dire. Tout l'outillage qu'on a vu, que je vous ai parlé avant, il est inclus dedans. Le modèle de départ est assez complet, c'est-à-dire que vous générez votre application, vous la lancez, et tout de suite déjà vous pouvez vous inscrire. Vous avez déjà les comptes utilisateurs qui sont gérés, les comptes, les gestions de notifications Facebook, Twitter qui sont gérés. Et vous avez même un petit exemple de création d'articles, de liste d'articles. Donc vous allez pouvoir repartir de ça facilement pour développer. Le scaffolding, il est autonome, c'est-à-dire qu'il y a une version cliente que vous pouvez télécharger sur NPM qui va pouvoir vous générer votre appli et vous générer le module. Alors j'ai mis qu'elle était limitée parce qu'on ne peut pas gérer la génération d'un modèle ou d'un contrôleur tout seul ou d'un service tout seul. En fait, on génère un module complet à chaque fois avec toute la partie MVC. Et bon, ça a des avantages, mais moi je trouve que ça aurait été mieux de pouvoir générer unitairement des modèles et des contrôleurs. La documentation, elle est assez pauvre comparée à d'autres que j'ai vus. Par exemple, celui-ci, qui est très proche de celui qu'on a vu avant. Seulement, il n'y a pas vraiment de scaffolding. Il y a un générateur Yeoman qui est en train d'être codé, mais il est genre pas prêt du tout parce que ça fait 4 ans aujourd'hui qu'ils l'ont lancé. J'ai essayé de le tester, il va falloir attendre un peu, c'est pas sec. Et il y a tout un tas de générateurs sur Yeoman qui ont été développés par d'autres mecs qui sont assez pauvres, on va dire, en exemple. Et en documentation, on n'en parle même pas. Mais il y en a beaucoup. Alors voilà, lequel choisir, j'ai envie de vous dire le premier, mais ça c'est pareil, c'est des choses qui évoluent super vite, donc ça se trouve je vais revenir en 6 mois, je vais raconter complètement l'inverse. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci. Question. Question. Tout au bout là. Est-ce que tu l'utilises en production? Alors moi, j'ai déjà fait un projet sur ces stacks-là. Je suis pas parti d'un modèle. En fait, je suis parti de zéro. Ce qui fait que, par exemple, j'ai pas de test unitaire. Quand j'ai codé, j'ai un peu galéré parce que j'avais pas les outils. J'avais pas utilisé tous les outils qu'on avait. Donc, ça plantait. Je coupais le serveur, je faisais les modifs, je relançais le serveur à la main. Ouais, voilà, c'est plus long. Après, je pense que c'est pas mal pour apprendre en fait. Pour apprendre les technos une à une. Bon, j'en connaissais déjà, c'est-à-dire que le mec qui ne connaît aucune de ces technos-là, il va galérer à apprendre MongoDB, après il va galérer à apprendre Node.js, après il va galérer à apprendre Angular. Il faut y aller petit à petit en fait.
Donc, et puis ces stacks-là, je ne la conseille pas forcément telle qu'elle en production en fait, parce que par exemple, toute la partie cliente, en fait, les fichiers Angular, les vues HTML, elles vont être servies par Express, mais on peut très bien démonter sur un autre serveur pour les faire servir par un Nginx et puis uniquement utiliser la partie Nginx pour l'API REST en fait. Donc voilà, j'ai répondu plus à la question. J'ai envie de dériver sur une autre question. Ouais. C'est là, effectivement, depuis 2 ans, ça pousse très fort côté JavaScript, côté serveur. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de sites d'importance assez grosse, quoi, notamment en France ou même au niveau international, qui utilisent vraiment Node.js ou des technos JavaScript serveur? Ah, je sais qu'il y en a des très gros. J'ai pas d'exemple à donner. eBay utilise. Après, en général, souvent ces grosses sociétés-là, elles utilisent pratiquement tout ce qui existe. Mais en fait, elles s'en servent vraiment pour des parties particulières et pour des raisons qui sont propres à la techno. Voilà, il y en a beaucoup qui utilisent Redis pour la gestion des sessions, il y en a beaucoup qui... Voilà, il y a une techno qui s'en sert pour tout faire, et en général, eux, ils s'en servent pour les parties précises. Ça répond vraiment à une problématique technique pointue. J'ai pas d'exemple de toute une infrastructure qui tourne que sur Node.js. Peut-être que ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, mais j'en connais pas.